Bienvenue dans Miracle en devenir, le podcast dédié à toutes celles qui traversent le difficile chemin de l'infertilité. Ici, nous donnons la parole à des femmes incroyables qui, malgré les obstacles, poursuivent leur rêve de devenir maman. Bonjour à toutes et bienvenue dans Miracle en devenir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Marilyn, une femme au parcours bouleversant et inspirant, tu le verras. Mariée et maman de 2 garçons, Axel 10 ans, Robin 8 ans. Elle a aussi porté et perdu son 3e enfant, Hugo, à 28 semaines d'aménorrhée. Après des années marquées par les deuils familiaux non résolus, Marilyn a traversé l'épreuve déchirante d'une IMG pour découvrir ensuite comment ses mémoires transgénérationnelles l'avaient préparée à vivre ce moment. De cette douleur, elle a fait naître une nouvelle vocation, celle de Tana Doula et accompagnante en deuil périnatal. Elle guide les parents à vivre la naissance et la mort comme 2 passages sacrés de la vie. Dans cet épisode, nous explorerons avec Marilyn l'impact des traumatismes familiaux sur notre capacité à donner la vie. Installe-toi confortablement, son témoignage va t'émouvoir et t'ouvrir certainement de nouveaux horizons. Bonjour Marilyn, merci d'être avec nous. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Bonjour Marine et bonjour tout le monde. Ça va super bien et je suis ravie d'être à ton micro. Très belle intro, j'adore. Ça résume bien tout ce qui va se dire. Super. Déjà, je voulais revenir sur le fait que tu as écrit un livre que j'ai lu du coup avant cette interview et je voulais te partager, même si je te l'ai déjà un petit peu partagé en off, que vraiment ça met une grande claque, je pense, quand on le lit, surtout au premier chapitre, et que ça fait prendre beaucoup de recul justement sur les épreuves de la vie pour voir plutôt qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on choisit aussi d'en faire. J'ai l'image qui me vient d'un cadeau mal emballé que j'ai lu dans un livre il y a longtemps. Donc ça disait que les épreuves de la vie sont comme des cadeaux mal emballés. Souvent on voit l'emballage qui est mal fait, mais pas le cadeau qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que ça t'évoque toi ça ? Je suis complètement en accord avec ça, j'en parle beaucoup. Moi je dis le cadeau caché, mais du coup cadeau mal emballé, c'est un peu la même idée. J'ai toujours eu cette vision de la vie que les épreuves avaient un message à nous porter. Je crois que ça a toujours fait partie de moi. Après, quand on vit des petites épreuves, disons que c'est un peu facile à dire. Quand on est confronté à des grosses difficultés, des gros traumas et une épreuve comme ce qu'on a vécu là, euh, évidemment, c'est plus difficile de prendre du recul, mais à la fois quand on est bien entouré et bien accompagné, il est possible d'en faire quelque chose de beau. Et moi, dans mon livre, je dis, et dans mes accompagnements, j'invite les gens à venir découvrir le message caché que ce bébé est venu nous porter. Il y a tous un message derrière nos épreuves à aller découvrir. Après, il faut avoir le courage d'aller explorer parce que c'est pas confortable, mais à la fois, ce qui peut en ressortir, c'est hyper chouette. Une transformation en fait. Ouais, complètement. Et sur la parentalité, de manière plus globale, la prise de recul que j'ai eue, c'est qu'en fait, on choisit rien. Des fois, on choisit, comme toi, tu accompagnes beaucoup l'infertilité, principalement l'infertilité. On choisit de concevoir, on n'y arrive pas pour plein de raisons. Alors souvent, il faut aller chercher, justement comme tu le fais, dans le transgénérationnel et tout ça, mais il peut y avoir plein d'autres raisons qui bloquent le chemin. Parfois, il y a des personnes qui ont des enfants qui n'en veulent pas, donc qui vont vers l'avortement. Il y en a, moi j'ai perdu mon bébé alors que c'était un désir profond d'avoir ce 3e enfant et je me suis toujours vue avec 3 garçons, donc quand il était là dans mon ventre ça a été génial et c'était la plus belle nouvelle que je pouvais avoir et une espèce de consécration de ce désir que j'ai toujours voulu. Sauf que cette fois-là, la vie en a choisi autrement et c'était pas comme ça qu'il devait naître. Et quelques temps après, ma voisine me dit «Oh là là, tu sais pas ce qui m'arrive ?» Une mamie 60 et quelques. Ma fille, 49 ans, pardon, des enfants de 20 ans, 17 et 14 ans, son mari 50 ans, déni de grossesse, elle est arrivée à l'hôpital, «Madame, vous êtes en train d'accoucher ». Donc en fait, il n'y a rien de prévisible. Et Waouh. pour elle, ça a été horrible parce que j'ai pas prévu d'avoir un autre enfant et un autre traumatisme, mais à la fois, c'était leur chemin à eux, donc on a tous un chemin qui est différent et comment on compose avec, c'est notre responsabilité. Donc Marilyn, tu as 3 enfants du coup, Axel, Robin et Hugo. Tu as appris que tu étais enceinte en 2023, il me semble.
Oui. Et Hugo est parti en septembre de la même année. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots ce parcours et qu'est-ce que cela évoque pour toi aujourd'hui? Alors, comme je disais, Hugo, c'était pour moi un désir profond. Pour mon mari, pas du tout une envie. On était 4, 2 garçons en bonne santé, tout allait très bien. Donc, je l'ai tanné quand même pendant longtemps pour avoir mon bébé 3. Et puis, au bout d'un moment, il a réalisé en fait qu'il n'avait pas réellement de raison de ne pas vouloir agrandir la famille. En fait, lui, il a très très peur de la période de la maternité. Quand le bébé est dans le ventre, il a peur qu'il arrive quelque chose de grave pour l'enfant, pour moi. Il est là, il est spectateur, il contrôle rien. Donc lui, c'est une situation qu'il vit très mal. Donc les deux premières grossesses, il les avait subies, mais bon, elles s'étaient plutôt bien passées. Donc voilà. Et donc là, retourner une troisième fois dedans, c'était pour lui quand même un sacrifice. Pour autant, quand il s'est fait à l'idée, c'était une belle surprise. Bon, entre le moment où il m'a dit OK, go, on agrandit la famille. Donc j'ai enlevé mon stérilet, je suis tombée enceinte immédiatement. Parce que pour le coup, autant j'ai attendu longtemps pour le premier avant d'être enceinte, ça a été assez long. Plusieurs mois de stress et d'angoisse, justement. Mais alors après, bébé 2 et bébé 3, ils se sont invités immédiatement après le retrait du stérilet. Donc, il a eu mis du temps à se faire à cette idée, je dirais 15 jours quand même, avant d'accepter l'idée qu'on soit bientôt 5. Et puis après, à la première échographie de datation, quand il a entendu le cœur, tout ça, bon bah là, ça y est, il est là. Et puis finalement, il s'est projeté dans cette vie et c'était chouette pour tout le monde. On fait partie de la team, on n'attend pas le premier trimestre pour annoncer une grossesse, parce que de toute façon, s'il doit se passer quelque chose, l'entourage finalement le saura à un moment donné. Carrément. Puis voilà, pour autant partager le bonheur pendant qu'il est là. Dès qu'on a su, on l'a dit à nos enfants, on l'a dit à notre entourage, on était trop contents, c'était génial, trop bien. Premier trimestre, rien de grave, les joies du premier trimestre. Et puis premier examen, clarté nucale, le test pour détecter éventuellement la trisomie 21 et tout était dans les clous, même si le résultat de la prise de sang donnait un risque sur 1000, je crois, alors que sur les deux premiers, j'étais à 1 sur 10 000. Mmh. 1 sur 1000, je reste en risque faible. Pour autant, pour moi, c'était un risque énorme, parce que de passer de 1 sur 10 000 à 1 sur 1000, ça faisait déjà beaucoup plus de probabilité. Mais bon, pour le médecin, enfin, il n'y avait aucun problème, rien du tout. Donc, j'avais cette angoisse qui était là. Je sentais voilà, qu'il y avait quelque chose, mais euh, aux échos et tout ça, tout était OK, nickel. Donc, je me dis c'était une fausse angoisse. Et on arrive à la visite du 4e mois. Donc, cette visite-là, c'était une visite classique. Et j'allais chez une sage-femme qui avait un appareil à échographie. Et donc, elle faisait une petite écho pour le plaisir à chaque visite. Et donc, ce jour-là, j'étais arrivée toute seule avec l'idée que on allait enfin découvrir le sexe de bébé et donc savoir si ça allait être un troisième petit gars comme dans mes rêves ou une petite fille. Et à la fois, ça aurait été chouette aussi, une découverte. Et donc, j'avais préparé une enveloppe avec un papier parce que, comme j'étais tout seul, je voulais qu'elle note dessus et le soir à la maison, on découvrait tous les quatre ensemble. Donc, je ferme mes yeux, je lui donne le papier, elle met l'appareil à échographie et là, très vite, elle me fait rouvrir les yeux et sur le coup, je vois son visage en premier avec son expression complètement figée, ses yeux remplis de larmes. Et là, elle me dit, je suis désolée, madame. Désolée, mais je comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. Et en fait, elle n'arrivait pas à me dire, elle me disait, pardon, je suis désolée, madame, mais j'ai pas pu voir le sexe de votre bébé parce que j'ai vu quelque chose qui n'était pas normal. Et donc, je suis obligée de m'arrêter dessus. Et en fait, j'osais pas lui poser la question, grave, pas grave. En fait, j'avais trop peur de la réponse. Elle me dit, je vous laisse vous rhabiller, je vais voir le secrétariat. Il faut que je vous adresse à un médecin spécialisé en diagnostic anténatal parce que on pourra pas je pourrais pas vous en dire plus. J'ai pas les compétences pour. Je me rhabille, j'appelle mon mari qui me rejoint au cabinet, tout ça. Et puis finalement, elle arrive à me trouver un rendez-vous dans les 2 heures en diagnostic anténatal. Donc on file là-bas, on attend de longues heures dans la salle d'attente. Par contre, une prise en charge extraordinaire avec un médecin extraordinaire qui lui repose tout. Il ne tient même pas compte de ce qu'elle a vu.
Il reprend pour la première fois tous mes antécédents familiaux, qu'est-ce qui s'est passé dans les générations précédentes. Donc là, je lui sors tout mon historique avec les cas de trisomie, les bébés décédés, malformations cardiaques, tout ça. Alors, il était déjà très surpris qu'on n'ait jamais eu des tests plus poussés. Mais bon, il prend tout ça en compte et il me dit, écoutez, moi, je vous laisse vous installer et je vais refaire, moi, mon analyse. On fait l'échographie et là, c'est très longue minute parce qu'il ne dit pas un mot, juste des ok, ok, ok. Donc ok, ça veut tout dire et rien dire quand même, hein. Et donc il laisse rien, par contre, ultra neutre, quoi. Vraiment, il laisse rien paraître. Donc le ok, on sait pas s'il est bon ou pas bon du tout. Et donc ça dure pendant de longues minutes comme ça, où il parle en charabia avec l'interne, et puis après il nous dit, je vous laisse vous rhabiller, on va s'installer au bureau et puis on va échanger. Et donc là, il nous dit, votre bébé, il a en effet du liquide autour du poumon gauche, donc c'est ce que la sage-femme avait vu, il y avait une poche tout autour, et donc ça, c'est pas normal. Par contre, ça peut être plusieurs cas, soit une infection virale, et dans ces cas-là, donc on va faire une prise de sang, et ce sera traité avec un traitement antibiotique, et puis c'est pas méchant. Ça peut être aussi une immaturité du système lymphatique, et dans ce cas-là, ça va être avec la croissance in utero que le système lymphatique va maturer. Après, c'est des bébés en bonne santé. Il me dit, votre fils, il pourra être président de la République s'il le souhaite. Et après, la troisième raison, c'était une cogénétique, et donc il me dit, là, on va devoir faire une amyosynthèse pour aller chercher une éventuelle maladie génétique. Et après, si on détecte une maladie génétique, et à ce moment-là, on se posera les questions de ce que vous voulez faire. Il évoque vaguement le mot IMG, mais il dit on n'en est pas là du tout, on va avancer tranquillement. Par contre, on va se voir toutes les semaines parce que moi, je dois surveiller l'évolution de ce liquide, voir s'il se répand pas autour du poumon droit, et puis s'il n'y a pas surtout un œdème qui vient comprimer. Enfin, en fait, le liquide va comprimer les poumons le cœur, et donc ça risque du coup c'est un risque vital pour bébé. On rentre dans des semaines et des semaines avec 48 heures après les premiers résultats d'amyosynthèse, parce qu'on avait décidé de la faire immédiatement, parce qu'on voulait surtout pas rester dans le doute. On voulait avoir des réponses et on voulait l'IMG tout de suite si c'était l'issue. Mais la vie n'avait pas choisi ce chemin-là. Et du coup, 48 heures après, premier résultat, les trisomies et tout ça, tout était normal, aucun problème. Infection virale, c'était exclu parce que là encore, aucun problème, tout est nickel. Et donc du coup, reste sur le coup la probabilité la meilleure, celle de l'immaturité qui va se remettre tranquillement. On laisse la surveillance, mais voilà. Donc on était déjà un peu plus tranquillisé. Et voilà, et finalement, on a eu un risque opératoire extrêmement important parce que les signes se sont aggravés, le liquide s'est répandu, il présentait des signes au niveau du cœur de ralentissement, un œdème frontal, voilà. À ce moment-là, j'ai fait appel à une énergéticienne. Quand il m'a revu 48 heures après pour programmer l'opération, les signes alarmants avaient disparu. Donc en fait, le liquide était toujours présent, mais en tout cas plus de signes de ralentissement cardiaque et plus de signes d'œdème. Donc on est retourné sous surveillance accrue, mais plus tranquillisé. Et puis on continue les recherches pour découvrir de quoi vient ce liquide. Donc après, ils nous ont recherché des maladies métaboliques avec 6 semaines d'attente pour avoir les résultats. Là encore, résultats normaux, donc nickel, tout va bien. On reste sur la probabilité du système lymphatique. Après, le liquide a commencé à réduire du côté droit, donc là, génial. Ça évoque aussi que le système est en train de maturer. Donc mon médecin me dit, on va même envisager de transférer le dossier dans l'hôpital plus proche de chez vous et d'espacer les rendez-vous parce que ça nous montre que les choses sont en train petit à petit de se mettre en ordre. Et puis il y avait eu cette dernière recherche qu'on avait fait parce que notre médecin avait travaillé au Canada et que lui, au Canada, c'était une recherche systématique dans le cadre de l'épanchement pleural, donc du liquide dans les poumons. Et donc il voulait faire cette recherche et il avait bien mesuré aussi pour nous l'importance d'avoir toutes les réponses possibles en diagnostic anténatal. Et donc, il s'est battu pour nous et nous, on a demandé aux généticiens d'aller plus loin dans les recherches et on a été faire une recherche de génome. Donc là, c'est vraiment chaque chromosome qui est analysé au plus près. C'est dans cette dernière analyse, au bout de 10 semaines de grossesse, 10 semaines après le diagnostic, qu'ils ont détecté donc le gène responsable donc du syndrome de Noonan. Et donc, là, ça a été la chute libre, parce qu'on était avec tous les voyants au vert, l'idée que finalement c'était l'immaturité du système, les choses étaient en train de rentrer dans l'ordre,
le liquide se résorbait du côté gauche. Enfin, tout était vraiment en bonne voie. Donc, quand on a récupéré nos résultats en génétique, on est tombé de très, 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 très haut. Et puis, après, il a fallu prendre une décision. Maintenant qu'on a la cause, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit de donner naissance à notre bébé parce qu'il aurait été viable, sauf que la médecine, elle a ses limites. Et là, la génétique nous dit, il est porteur de ce gène et ce gène est responsable de cette maladie. Mais maintenant, on ne pourra pas vous dire s'il aura une atteinte légère ou s'il aura une atteinte importante. Ils nous disent juste que son taux de développer cette maladie, il a un risque de 4 sur 5, donc il a un risque élevé. Et donc voilà, et j'ai mes antécédents familiaux avec une sœur qui était trisomique, lourdement atteinte, malformation cardiaque, pulmonaire, elle a eu des greffes, cancer pédiatrique. Et là, on allait vers la même chose parce que même si le nom de la maladie n'était pas le même, on avait un retard de croissance, retard de développement, psychomoteur, avec risque de cancer accru, les problèmes cardiaques, les problèmes pulmonaires et tout ce qui allait avec. Il les aurait eu ou pas, ça, on ne pouvait pas le définir avant la naissance finalement. Donc il fallait prendre une décision à l'aveugle, quoi. Et on est retourné vers notre médecin qu'on adorait. Il nous a posé une question en nous disant imaginez le cas le pire pour vous. Est-ce que c'est d'interrompre une grossesse qui peut-être finalement se serait bien passée, ou c'est de prendre le risque de donner naissance à ce bébé avec tout ce que ça implique pour sa santé à lui et pour les conséquences du coup sur le restant de sa vie, les conséquences du coup sur nos autres enfants, sur notre couple et sur toute notre vie future. Et pour nous, et surtout par rapport à mes antécédents familiaux, c'était impossible de risquer d'avoir cette vie pour lui, pour nous, parce que j'ai des parents qui sont encore 40 ans plus tard figés dans la souffrance qu'ils ont vécue ces 3 années. Donc je ne pouvais pas prendre le risque. Voilà. Donc aussi difficile que ce soit, l'IMG, c'était la décision la plus raisonnable à ce moment-là. Et puis après, on a eu, à partir du moment où on décide, donc on verbalise au médecin. Le médecin entend notre réponse et nous dit, écoutez, maintenant je vais porter votre décision auprès du conseil CPDPN, donc c'est le groupe pluridisciplinaire qui suit tous les dossiers médicaux, qui se rassemble une fois par semaine et qui finalement est le décisionnaire de l'IMG. Donc nous, on donne notre accord, enfin on donne notre avis et lui donne son accord ou non. Et j'étais en angoisse totale qu'il puisse refuser. Veille de ce rendez-vous, j'ai envoyé un mail, un pavé au médecin pour dire s'il vous plaît, lisez à l'équipe médicale ce mail pour leur faire prendre conscience que pour eux, on est un dossier médical parmi tant d'autres. Pour nous, c'est toute une vie qui est en jeu et que j'ai passé 36 ans de ma vie à essayer de me guérir de la souffrance, du chagrin de mes parents. Je ne peux pas, vraiment c'est viscéral, je ne peux pas risquer d'infliger cette vie finalement à mes 3 garçons et à mon mari. Surtout que je portais la responsabilité d'avoir voulu cette grossesse. C'est moi qui l'ai voulu, qui l'ai imposé à tout le monde. Donc c'est moi qui ai mis tout le monde dans cette merde et je ne pouvais pas prendre le risque que ça pourrisse le restant de leur vie à tous, tu vois. Je sais pas si c'est mon courrier qui a pesé dans la balance ou pas finalement, mais ils ont décidé d'accepter notre décision. Et donc voilà, et donc après, premier rendez-vous avec la sage-femme qui va être présente le jour J, une femme carapace énorme. Sur le coup, je me dis waouh. On sait pas trop. Elle est gentille, elle est super gentille, mais à la fois elle est hyper froide. Donc ok. On sait qu'elle est là le jour J. Et après, je rencontre une anesthésiste elle est odieuse, aucun tact, pourri, enfin, horrible. Je ne comprends pas comment on peut être dans le médical avec aussi peu d'humanité. Elle nous dit qu'elle ne sera pas là le jour J, donc là, gros poids qui s'enlève. Et finalement, le jour J, on a été mis dans un cocon avec une équipe médicale qui a été extraordinaire. Des anesthésistes, infirmiers, l'anesthésiste qui ont été super. Le docteur qui nous a suivis pendant tout notre parcours était là et c'était tellement sécurisant de l'avoir lui. C'était notre bouée de sauvetage pendant des semaines et des semaines. On avait trop besoin qu'il soit là ce jour-là. Et la sage-femme qui finalement était derrière sa carapace, un cœur tout doux et une merveilleuse femme. Donc on a eu la chance d'avoir une super équipe et cette journée de l'IMG,
a été un paradoxe à part entière, c'est-à-dire que on a touché, on a même plus que touché, on a plongé dans une souffrance inégalable. C'était de la torture psychologique. Et à la fois, paradoxalement, le moment de l'interruption médicale, donc quand ils font l'euthanasie du bébé dans le ventre avant de déclencher l'accouchement, ça a été un moment extrêmement beau parce qu'on avait créé tout un contexte, toute une bulle pour s'isoler en fait. Et on a créé une connexion à trois avec Hugo, mon mari et moi pour se mettre dans un cocon, comme si l'équipe médicale finalement n'était pas là alors qu'ils étaient 8 dans la salle. Mais ce moment a été hyper doux, hyper enveloppant, hyper chaleureux. C'était vraiment un moment très spécial. Suspendu, je sais pas. C'est difficile de qualifier les mots de ce moment-là. Parce il était très chouette malgré tout. Après, les heures d'accouchement ont été atroces. Et finalement, quand il a décidé de pointer son nez, eh ben, il n'y avait pas de notion de vie et de mort, paradoxalement à ce qu'on pourrait imaginer. Finalement, c'était une naissance. Et un accouchement, c'est jamais simple. J'en ai vécu trois très différents. Là, la douleur, elle était complètement maîtrisée, donc il n'y avait aucune sensation physique. Mais par contre, la souffrance psychologique, elle était bien là. Et pendant l'accouchement, j'ai fait appel à une énergéticienne pour demander de l'aide parce que c'était insoutenable. Mon corps, il ne le laissait pas partir. Enfin, c'était très, 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 très difficile. Mais quand il a été là, quand les choses se sont décoincées et qu'il est né, sa découverte, elle a été extraordinaire. Et juste, on avait notre bébé, quoi. On avait donné naissance à notre bébé. Et bon, je crois que c'était un truc comme jamais on a ressenti de notre vie. C'était décuplé de manière extraordinaire. Et puis après, on a été en service. On est resté avec lui en salle de naissance pendant le temps qu'on a voulu. Voilà. Après, elles l'ont habillé, elles l'ont préparé comme un bébé pour nous le représenter après tout prêt, tout beau, dans son lit, avec les doudous, le petit plaid. Enfin voilà, on est resté autant de temps qu'on a voulu. Et puis quand on a été prêt, elle l'a emmené en service funéraire. Et puis nous, on est monté en service gynéco-pathologique pour pas être en maternité. Et puis après, le lendemain, on a fallu qu'on parte parce que voilà, c'était trop difficile d'être là. On avait besoin de le voir, donc on a été au service funéraire dans cet endroit, pareil, hors du temps, avec des gens qui ont un rapport à la mort qui n'est pas du tout pesant. Au contraire, elle on disait bonjour, on vient voir Hugo et tout. Ah, je vais vous le chercher. Oh, il est trop mignon et tout. Elle était là. C'était vraiment, il y avait vraiment pas cette notion de mort, parce que moi j'avais très peur de le revoir après, de me dire est-ce qu'il a changé, tout ça. Et donc elle était hyper rassurante, elle me disait mais non mais il est super beau, vous allez voir et tout. Même elle nous mettait vraiment dans une bulle hyper sereine, hyper rassurante. C'était hyper apaisant d'aller là-bas en fait. Ça nous nourrissait, on lui a lu des histoires, on a fait plein de choses pour pouvoir vivre ce moment intensément et c'est ce que je recommande parce qu'en fait la mort dans notre imagination elle est flippante, c'est terrifiant et voilà. Alors qu'en fait, si on l'affronte, elle peut être vécue totalement différemment. Et ces moments de vie, parce que lui est mort, mais nous on est vivants, donc ça reste des moments de vie qui sont partagés et vécus avec une espèce dans ce cocon là, dans cette bulle de douceur et d'amour, ils sont beaucoup moins traumatisants en fait. Et on l'a accompagné le jour des funérailles, toujours dans cette même énergie, avec un officiant qui a été un homme extraordinaire, qui a fait de ce moment difficile un moment merveilleux. Les gens qui étaient nos proches nous ont dit c'était dur, mais à la fois c'était très beau. C'était un moment très très beau, très doux, très... Et donc on peut rendre la mort d'un enfant un moment... j'ose pas le dire parce que ça peut paraître, mais beau, j'ai envie de le dire quand même, ça peut être un moment beau. Et c'est notre rôle de parents, je trouve, d'accompagner nos enfants dans les moments les plus durs de la vie. Moi, j'ai entendu plein de fois dire, pour épargner mon enfant, je voudrais prendre sa souffrance. Je voudrais mourir à sa place. Mais en fin de compte, la souffrance, elle est pour celui qui reste, pas pour celui qui part. Donc en fin de compte, mourir à la place de son enfant,
ça veut dire lui infliger à lui la souffrance de devoir vivre sans nous. Donc pour moi, c'est horrible de dire ça. Je préfère, évidemment, je préférerais qu'il soit là dans mes bras avec nous, qu'on ait cette vie à 5, comme je l'avais projeté au départ. Mais aujourd'hui, je peux dire avec vraiment confiance que je préfère 100 fois avoir vécu notre histoire et notre parcours extrêmement difficile, plutôt qu'il ne soit jamais venu dans ma vie, déjà d'une. Et je préfère tout ce chemin qui a été difficile, mais à la fois tellement constructif, que, que de lui infliger ça. Parce que nous, on avait la ressource. On avait les gens autour, parce que la vie m'a construite et m'a permis d'avoir, au fur et à mesure du temps, ces ressources intérieures. Il a fallu aller chercher, il a fallu déployer beaucoup d'énergie, et il en faut encore, hein, c'est pas fini. Tous les jours ne sont pas faciles et tout roses. Mais quand on se donne la capacité de le faire, eh ben, on peut en faire quelque chose de très chouette, quoi. Voilà, pour l'histoire d'Hugo, qui n'est pas finie, hein, il continue de vivre Bien sûr. à travers plein de choses maintenant. Mais... On verra du coup comment tu le fais vivre un peu plus tard dans l'épisode. Moi, je voudrais bien qu'on revienne du coup sur ton histoire familiale. Oui. Tu dis que donc tu as grandi au sein d'une lignée qui a connu plusieurs deuils d'enfants. Oui. Ta sœur, tes cousines. Je crois aussi que tu savais, du coup, tu avais connaissance de ces histoires avant Hugo. Est-ce que tu imaginais que ça pouvait t'impacter toi aussi un jour ou l'autre, tout ça? Ouais, je crois que je l'ai toujours su. Parce que maintenant, avec le recul, hein, mais parce que j'ai commencé à faire de la psychogénéalogie, d'aller voir des thérapeutes, tout ça quand j'avais à peu près 18 ans. Parce qu'en effet, j'ai toujours eu connaissance du décès enfin, ma sœur, ça n'a jamais été caché. Moi, je suis l'enfant d'après, donc ce qu'on appelle joliment le bébé arc-en-ciel, qui est un joli terme sur le papier, mais qui dans la vraie vie est un rôle extrêmement lourd à porter. Et que moi, j'ai eu beaucoup de mal à porter, justement, et c'est ce qui m'a conduit très tôt à aller voir des thérapeutes et à chercher à cheminer avec autrement avec cette histoire, et à me libérer en fait du poids de ma sœur, parce que j'avais l'impression vraiment de vivre dans l'ombre d'elle depuis toujours, d'avoir pris sa place. J'avais vraiment ce sentiment-là de ne pas être à la bonne place. Et quand j'ai commencé ces thérapies-là, je les faisais pour me libérer de ce poids-là, mais aussi parce que je ne voulais pas que cette histoire m'arrive. Donc, il y avait une part de moi qui savait inconsciemment que ça allait arriver. Parce que ma sœur l'a jamais, mon autre sœur qui est vivante, elle a jamais ressenti le besoin, ou mes cousines qui ont perdu des sœurs et tout ça, on est quasiment que des filles dans, dans la famille. Aucune d'elles ont eu ce besoin d'aller avant faire un chemin, alors que moi, oui. Mais finalement, c'est ce chemin qui m'a permis aussi après d'avancer dans l'épreuve. Mais oui, ces histoires... J'avais pris conscience très tôt, du coup, à 18 ans, que ces histoires... mon papa, il a deux frères, ils sont trois garçons, les trois ont perdu une fille. J'avais compris en transgénérationnel que c'était pas un hasard. Il y avait un truc, quoi. Il y avait un message là derrière. Leur maman avait perdu elle-même deux enfants. Ça, c'est pour ma lignée paternelle. Après, au-dessus, je ne sais pas. Ma sœur, elle, a vécu une fausse couche où elle a perdu des jumeaux, et elle a fait une IVG. Chez mes cousines, je crois pas qu'il y ait eu des fausses couches ou des pertes de bébés. Et il y en a une qui n'en veut pas pour le moment, qui se sent pas prête, qui a eu un bébé d'après, comme moi, un bébé arc-en-ciel, mais qui a très mal vécu sa mission aussi, et qui du coup a très très peur de devenir maman. De tout ça, ouais. Je l'adresserai peut-être un jour pour qu'elle vienne se libérer du fardeau. Si elle est prête, elle est en chemin, elle aussi. Donc peut-être que ça viendra. Ouais, c'est comme tu dis, c'est un vrai chemin. On en reparlera aussi du bébé arc-en-ciel, parce que j'ai beaucoup de mes clientes qui sont dans ce cas-là, et c'est important du coup comme toi tu as fait déjà ce chemin, et que tu as un petit peu de recul là-dessus, c'est important d'avoir ton point de vue aussi là-dessus. Comment tu as ressenti après la perte d'Hugo la résonance de ces mémoires dans ta propre vie du coup? Eh ben, je me suis tout de suite dit que elles avaient un rôle, enfin que je devais faire quelque chose avec ces mémoires-là. Ces bébés avaient une mission spéciale. Jusqu'ici, personne n'a découvert leur mission. Donc c'était moi qui avais cette ouverture, qui devais en faire quelque chose. Je me suis mis en chemin justement pour couper le lien déjà. Évidemment, je ne pourrais pas faire le chemin pour mes oncles et tantes et mes parents qui, eux, ne sont pas prêts à aller découvrir pourquoi ces petites sont venues dans leur vie à elles et qu'est-ce qu'elles leur ont appris. Pour autant, le décès de Hugo,
finalement a fait remonter beaucoup de choses à la surface sur ces anciennes histoires qui ont été jamais cachées, mais pour autant toujours un tabou parce que trop de souffrance, parce que c'est une souffrance qu'on a mis sous le tapis. Donc en fait, personne pouvait en parler. Le jour des funérailles de mon fils, mes cousines, elles ont dit à leur mère, mais en fait, nous, on n'a pas le droit de parler de Marie. Alors qu'on aimerait pouvoir. Donc Marie, c'est une de mes cousines décédées. Bah si, on en parle tout le temps. Ben non, maman, à chaque fois qu'on en parle, on voit bien que c'est pas un sujet. Tu pleures. Mon oncle, donc le papa de Marie, m'a critiqué sur mon livre. Un jour, il est venu chez moi. Je lui dis bah tiens, tu peux le donner à ta tante, elle veut lire. Et puis je voyais qu'il le prenait pas. Et je lui dis bah tonton, s'il te plaît. Il me dit, je lui dis qu'est-ce que ça t'embête? Et il me dit, oui, bah moi j'ai perdu ma fille, j'ai pas écrit un livre, hein. Bah oui, tu vois, et je vois que c'est offusquant. Mes parents, ils ne peuvent pas me demander, ils ne l'ont jamais lu, ils l'ont jamais pris dans leurs mains, ils me demandent pas du tout est-ce qu'il se vend, est-ce qu'il se vend pas. Ils savent que je fais des Ouais, choses, d'accord. que je fais des conférences, mais on ne peut pas aborder le sujet, c'est trop douloureux pour eux. Et j'ai un de mes oncles qui a témoigné dans le livre, Pierre. Si t'as fini, Je l'ai pas lu encore celui-là. mince, je spoil pas. Mais en tout cas, Pierre, il s'est beaucoup remis en question et notre cheminement lui a permis à lui de déposer beaucoup de choses. Donc voilà, ça a quand même, Hugo avait une mission spéciale, mais c'était aussi de mettre en lumière ses cousines et voilà. Donc moi, je les remercie, toutes ces petites âmes qui sont là, qui sont pas loin. Et puis, je les honore aussi à travers le livre et à travers ma reconversion et ce que je veux faire aujourd'hui pour accompagner voilà, ces couples. Parce que oui, c'est horrible, oui, c'est atroce. On peut juste avoir vraiment conscience de ça et légitimer cette souffrance à fond. Mais on n'est pas obligé de rester fidèle à cette souffrance pour prouver l'amour qu'on avait pour cet enfant. On peut aussi l'honorer différemment. Et ça, c'est un peu un espèce de point de vue pourri, j'allais dire, qu'il y a autour de la mort. Quand on perd un être cher, c'est comme si on était déloyal envers lui si on arrêtait de souffrir. Alors qu'en fait, En on fait, a le ouais. droit de continuer. Excuse-moi, je te coupe. On Ouais. a l'impression, enfin, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont l'impression que si elles n'ont plus mal, en fait, la douleur, c'est vraiment le seul lien qui les maintient, enfin, qu'elles gardent avec le défunt, du coup, et que s'il y a plus cette douleur, ben, du coup, ça va, c'est l'inconnu, et du coup, elles savent pas comment gérer, en fait, tu vois. Alors qu'on peut transmuter cette douleur tout en créant un lien différent. Moi, mes enfants, aujourd'hui, on fait un jeu de société. Mon fils, il veut faire un 6, il prend les dés, il est comme ça. Alors, il secoue les dés dans sa main. Il dit 6, 6, 6, allez, s'il te plaît, Hugo, s'il te plaît. Il regarde le ciel et tout. Il dit, s'il te plaît. Il prie son petit frère et puis il lance le dé. Il fait 6 et après, il fait wouhou! Il saute, il est trop content. Et merci, Hugo. Donc, il y a quand même un lien qui est toujours là. On en parle souvent. Puis, bah, en effet, il y a le livre et puis en fait, s'il n'avait pas été là dans ma vie, aujourd'hui, je ne serais pas là. Donc je ne peux que le remercier pour tout le chemin qui m'a fait vivre. Donc on peut maintenir un lien différent, mais ça s'apprend. Il faut avoir envie et le courage, comme tu disais au début. En quoi tu dirais que la répétition transgénérationnelle, elle t'a un peu finalement préparé émotionnellement à traverser tout ça? Et ben parce que comme j'ai trois exemples de deuil, enfin même six, parce que du coup c'est trois couples, mais du coup trois mamans et trois papas, avec qui j'ai grandi, qui ont vécu ces deuils-là. Je vois bien que la souffrance et le chemin dans le deuil, il est très différent d'une personne à une autre. Leurs souffrances respectives ont été pour moi un exemple à ne pas suivre. Alors après, je les dénigre pas quand je dis ça et je veux vraiment souligner, et je le dis aussi dans le livre, il y a une histoire de génération quand même, hein. Ouais, carrément. Dans les années 80, la dernière de mes cousines, elle est née tout début des années 2000, 80, 90, 2000. On n'avait pas les accompagnements qu'aujourd'hui. Enfin, on n'avait pas de Marine, on n'avait pas de Marilyn, on allait rarement chez les psys, on n'avait pas d'énergétique. Enfin, dire l'ouverture, elle était différente. Et en plus, entre eux, ils n'en parlaient pas. Et pourtant, ils étaient C'est trois ça. frères à avoir vécu la même chose. Et entre eux, c'était un tabou énorme. Et en fait, la mort d'un enfant, enfin la mort isole énormément, mais la mort d'un enfant d'autant plus,
Et en fait, chacun était figé dans sa souffrance. Donc, dans les couples, ils n'en parlaient pas. Dans les fratries, ils n'en parlaient pas. Dans les relations belle-sœur, tout ça, elles n'en parlaient pas non plus. Et personne n'était accompagné. Donc, ils ont fait comme ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Ça, j'en ai totalement conscience. Pour autant, aujourd'hui, on est en 2025. Et c'est aussi leur responsabilité de rester dedans. Parce que y a plein de possibilités encore aujourd'hui même si les deuils sont vieux. Ma sœur, elle est décédée en 1986. Je le dis souvent à ma mère. Je l'ai encore dit hier parce qu'elle est venue me voir en salon. Tu peux en faire quelque chose. Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, ta vie, t'es vivante. Ta vie, elle va continuer encore probablement des années ou pas, on n'en sait rien. En tout cas, tu peux décider aujourd'hui d'arrêter de souffrir. C'est sa responsabilité. Moi, j'ai vraiment pris ces 6 exemples sous mon aile et j'ai dit je ne veux pas leur ressembler, je ne veux pas infliger la souffrance. Et puis c'est pour moi, mais c'est aussi pour mes autres enfants. Parce qu'en fait, j'ai tellement moi souffert en tant qu'enfant. Et je sais que mes cousines et tout ça, tous les enfants en fait autour ont beaucoup souffert de leur colère, de leur tristesse, de ces pertes en fait. Ça a trop de conséquences en fait sur les générations futures, présentes ou pas présentes. Et moi, j'ai voulu vraiment rompre ça d'un point de vue conscient et pour libérer aussi mes enfants. Je voulais pas infliger ça à mes autres enfants. Parce que finalement, comme tu le dis, en fait, cette douleur qu'on répète de génération en génération, en fait, on se la transmet et c'est ce qui fait en fait qu'elle reste vivante et qu'elle peut, ben voilà, risquer de se répéter à travers les générations. Ouais, complètement. Complètement. J'aimerais bien maintenant qu'on revienne plus sur l'âme d'Hugo en elle-même et tout ce que vous avez appris autour de son passage et de ce que vous avez vécu. Est-ce que tu peux nous raconter du coup les signes spirituels que vous avez reçus, toi et Julien, de la part de l'âme d'Hugo justement? Avec plaisir. Alors le premier, c'est Julien qui l'a reçu, je pense, avant que on fasse l'IMG. Donc quand on a eu la réponse, non, quand on a pris la décision de faire l'IMG, mais qu'on était en attente de la réponse de l'équipe pluridisciplinaire, j'ai contacté donc une thérapeute que je connais depuis que j'ai mes 18 ans, avec qui j'ai fait tout mon chemin transgénérationnel, tout ça. Donc je l'ai contactée dans ma détresse en lui disant voilà, horrible, il faut que tu m'aides, machin. Et pendant qu'on était au téléphone avec elle, puisqu'elle est loin, on a fait un rendez-vous téléphonique, donc sur mon téléphone. Mon mari était assis à côté de moi avec son téléphone à la main, on échange, voilà. Et donc elle nous dit déjà, Hugo, c'est une vieille âme, il avait une mission spécifique. C'était prévu pour lui qu'il ne soit pas incarné dans un corps, donc il est tout à fait ok de partir. Ce qui serait difficile pour lui, au contraire, c'est de rester. Parce que sa mission était courte et du coup s'incarner dans un corps malade, c'était pas vraiment ce qu'il avait prévu, même si quand une âme elle s'incarne, elle sait aussi que si elle s'incarne, potentiellement les parents ils vont pas prendre la décision qu'elle a choisie. Donc elle le fait en son âme et conscience, comme on dit. Mais en tout cas, l'âme du coup avait choisi cette mission pour nous permettre d'évoluer. Et donc elle nous dit tout ça, il est ok pour repartir et tout. Alors moi qui suis perchée entre guillemets, mais j'aime ce terme, hein, il est plein d'amour. Mon mari, lui, est beaucoup plus cartésien, donc il était là, il écoutait, ouais. Et puis à un moment, elle s'interroge sur le prénom Hugo et on lui dit Hugo sans H, hein. Hugo sans H. Et puis moi, pas du tout, mais mon mari, il l'entend comme vraiment une interrogation. Pourquoi elle insiste sur Hugo sans H? Pourquoi sans le H? Et donc, il prend son portable à côté de moi, et il va sur Google et dans la barre de recherche, il tape Hugo sans H. Entrée. Et la première chose sur laquelle il tombe, c'est un livre sur l'autisme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'importance du livre parce que c'est marqué Hugo sans et le H, c'est le logo de l'hôpital. Donc lui, il a reçu le message que Hugo venait valider qu'il ne voulait pas vivre cette vie à l'hôpital, dans les hôpitaux en lien avec sa maladie. Donc il venait confirmer ce qu'elle était en train de nous dire. Ça a été vraiment le premier signe très fort qui du coup nous a vraiment apaisés, nous a aussi permis d'aller vers l'IMG avec cette sérénité. Après, le jour de l'IMG, moi j'étais au plus mal, où la souffrance elle était vraiment à son maximum. J'avais l'impression de toute façon que j'allais mourir. Enfin, c'était un moment assez atroce.
j'avais justement donc contacté Chantal pour qu'elle nous aide à distance et tout. Et là, j'entends, et c'est la seule fois où j'ai entendu, je n'ai aucune capacité médiumnique, enfin, pas que je sache, en tout cas pour le moment. Mais je sais que, Peut-être que ça va venir. ouais, c'est ça. Je sais que je suis persuadée et je n'en démords pas que je l'ai entendu me chuchoter dans l'oreille, c'est bientôt fini. Et j'entendais, c'est bientôt fini. Et en fait, quand il m'a dit ça, mon col était à 2, ça ne bougeait pas, la situation était complètement figée. La sage-femme venait de me dire, écoutez, c'est la dernière fois que je vous donne le médicament qui me provoquait de la fièvre, qui me mettait dans un état épouvantable. Et elle me dit, on va arrêter pour aujourd'hui, si là ça ne marche pas, si le col ne s'ouvre pas, et on reprendra demain. Mais c'était impossible de me laisser une nuit de plus dans cet état. Et donc, quand il me dit c'est bientôt fini, j'entends, mais vu le contexte, là, franchement, j'y crois pas une seconde. Et en fait, je suis passée de 2 à 5 à 10 en l'espace de quelques minutes. Mon col, il s'est ouvert tout seul. Elle m'a mis les jambes sur les étriers. Il est sorti, j'ai même pas poussé. Et en effet, tout ça s'est passé en moins de 30 minutes. Et donc, c'était bientôt fini. Et donc, moi, c'était mon signe où vraiment, ouais, je l'ai entendu. Après, on est rentré à la maison le lendemain. On a une chapelle juste au-dessus de chez nous, donc qui surplombe notre maison. Et on est rentré et on est à l'entrée du village avec le panneau d'affichage avec tous les événements du village. Et là, on voit écrit sur le panneau à l'entrée de notre lotissement, à partir de ce jour, la chapelle s'illumine. Donc depuis qu'on est rentré de l'hôpital, tous les soirs, à la tombée de la nuit, la chapelle au-dessus de chez nous, s'illumine. Trop chouette. Ouais. Après, il y a eu autre chose autour de la lumière, ça a été donc la pierre, on a fait les funérailles, tout ça, et on a pris contact avec un tailleur de pierre pour lui faire une stèle, avec un soleil, tout ça, un truc qui symbolisait la lumière, parce que pour nous, c'était comme ça qu'il était. Et le tailleur de pierre, donc, nous dit, par contre, j'ai pas mal de délais et tout. Alors, je lui dis, si vous pouvez l'installer pour mi-décembre, ce serait super parce que, c'était le terme de la grossesse et du coup, ce serait symbolique que, voilà, que son espace soit terminé pour son terme, quoi. Et donc, on pose la stèle le 8 décembre, jour de la fête des Lumières à Lyon. Voilà, toute une symbolique autour de la lumière. Et puis après, il y en a eu d'autres. Du coup, je l'utilise pas au quotidien parce que je pense que c'est aussi sain de les laisser là où ils sont, au bout d'un moment. Mhm. Mais je me relie quand j'ai des événements, comme là, ce salon ce week-end, ou quand je vais en conférence, tout ça, je dis, tu es avec maman, hein. T'es là avec moi, hein. Donc voilà, c'est plus dans des moments comme ça, ou alors dans des moments un peu plus difficiles, où aussi, voilà, je me connecte à lui, mais sinon, je pense à lui avec ma tête tout le temps. Mais par contre, voilà, je le laisse tranquille. Puis comme a priori, c'est une vieille âme déjà incarnée plein de fois, qui avait une grosse mission. C'est un guide, plus qu'un guide même. Il est au niveau de conscience le plus élevé, donc il a du job, hein, autre chose que s'occuper de nous. Je trouve que c'est trop chouette d'amener cette vision aussi de la maternité, et que finalement c'est pas ok, je suis enceinte, j'attends un enfant, mais c'est aussi je reçois une âme en fait qui Ouais. m'a choisi, qui me choisit, qui nous choisit pour évoluer et de son côté à lui et de son côté à nous en tant que parents. C'est pas juste je suis enceinte, je vais être maman, quoi. Ouais. Et même si c'est moche, et que quand on est enceinte, alors pardon Marine, parce que je sais que tu es dedans, mais je crois que je te l'ai déjà dit et écrit, c'est important aussi d'avoir conscience que dès lors où on choisit de porter la vie et de donner la vie, forcément ça implique de donner la mort. Parce que c'est les deux transitions, ces deux passages, enfin dès lors qu'on a, mais c'est valable pour tous les êtres vivants, une tempête, elle a un début, elle a une fin, tous les éléments, enfin c'est valable pour tous les éléments vivants. Et donc il me semble important de dire que ça fait partie du cycle de la vie, et Tout à fait. que moins on y résiste, plus on l'appréhende autrement, et moins c'est difficile de la traverser. Et puis tu sais, il y a aussi, nous on voit ça, la naissance comme quelque chose de beau, justement, il y a la vie qui est là et tout ça. Mais de l'autre côté, les âmes qui s'incarnent et qui viennent en tant que fœtus, elles meurent en fait de l'autre côté. Donc il y a et la mort et la vie, et du coup ça se suit tout le temps. En fait. Oui, ça se suit tout le temps. Comment cette expérience, tu dirais qu'elle vous a fait évoluer justement dans la conception de la vie, la mort et de l'après-vie?
toi et ton mari aussi? Alors au tout début, le rapport à la mort et à la maladie de mon mari a complètement changé du coup. Il est plus apaisé avec ça, il est moins en résistance avec le fait que ça puisse arriver. Alors cette nuit j'ai fait un cauchemar. Ça veut pas dire que je suis hyper en paix et en phase avec le fait que mes enfants vont mourir, hein, parce que c'est parti de leur chemin. Mais cette nuit, je me suis réveillée en sursaut. J'ai vu mon fils à vélo et un camion qui le propulsait comme ça. Ça m'a réveillée. Je ne pouvais plus fermer les yeux. Enfin voilà, angoisse et tout. Bon, après, je me suis recentrée, et, je me suis apaisée, calmée, voilà. Mais ça veut pas dire qu'on est prêt à en perdre un autre, pas du tout. Mais déjà, je pense qu'on savoure un peu plus la vie, peut-être. En tout cas, il y a des priorités qui en étaient, qui n'en sont plus du tout. Ça rejoue vraiment ça. Ça change les relations aussi parce que on s'attarde moins sur des. J'ai une amie dans mon livre avec qui a pas su être présente. Alors je lui en veux pas du tout. Et quand on se voyait, en fait, il y avait un espèce de climat. Mais déjà pendant la grossesse, quand c'était compliqué, en fait, elle est tellement mal à l'aise avec la maladie et la mort que du coup, elle évite à chaque fois le sujet. Donc on se voyait peu. Le peu de fois qu'on se voyait, il y avait un espèce de climat très très pesant. Malaisant, enfin, du coup plus du tout naturel. La dernière fois qu'on s'est vu, on a mangé ensemble au restaurant et ça s'est pas très très bien passé. Enfin, pour moi, ça a été un moment très difficile parce que c'était un jour où j'allais mal et elle savait avant d'arriver que j'allais mal. Je pensais qu'on aurait pu, en tout cas, qu'elle m'aurait demandé qu'est-ce qui faisait que j'étais mal particulièrement à ce moment-là parce que c'était plus d'1 an après le décès. Enfin, et en fait, elle m'a parlé de tous les problèmes existentiels de d'autres personnes, dont des personnes que je ne connaissais pas pour qui la vie était pas facile et je lui ai dit ok, mais parce que moi c'est facile. En fait, tous les jours, je déploie une énergie monstrueuse pour me bouger et puis pour aller solliciter les gens et puis pour essayer d'aller mieux, de ne pas rester là-dedans. En fait, pour moi, ça tombe pas du ciel, c'est pas inné, c'est juste que j'ai cette capacité à ne pas me laisser en fait engouffrer dans ce chagrin. Et en fait, j'ai dit à partir de ce jour-là que je ne voulais plus la voir parce qu'en fait, ces moments-là, ils deviennent beaucoup trop pesants. Et j'ai beau l'aimer, on a partagé, c'était ma témoin de mariage, on a partagé toute notre adolescence, notre début de vie d'adulte, début de maman, tout ça ensemble. Mais là, aujourd'hui, c'est plus possible. Et je pense que c'est ça aussi, c'est arrêter de passer, de déployer beaucoup d'énergie avec des relations, même si elles sont anciennes. On a peut-être un chemin qui maintenant doit se faire chacun d'un côté. Donc c'est oser dire stop, oser dire non, plus de facilité, pas toujours, mais à poser des limites et plus centré aussi sur mes ressentis, mon intuition. Bah, il a changé beaucoup de choses, hein. Il a changé beaucoup de choses. Et puis le retour au travail, j'ai pas pu reprendre ma vie d'avant financièrement, lâcher ce boulot, ça avait une énorme conséquence. Pour autant, viscéralement, c'était plus possible. Donc, finalement, l'argent, c'est un sujet secondaire. Et écoute, on ne sait pas comment les choses vont se dérouler, mais en tout cas, je me fais confiance et j'ose dire stop, c'est plus possible. Ça faisait des années que j'avais cette question en tête et que je n'arrivais pas à passer le cap. Bah, ça fait partie des choses. En fait, tu vas rester combien de temps dans cette situation? Il faut prioriser. Et là, la Clairement. priorité, c'était moi. Et mon mari, du coup, il a plongé un peu plus dans la spiritualité quand même. Il s'est ouvert beaucoup des. Il a lu des livres, alors notamment Stéphane Alix, qui est quelqu'un qui a perdu 2 personnes très proches dans sa vie, qui lui ont fait faire un chemin. C'est un journaliste donc qui a fait une approche très scientifique. Il rassure les hommes. Ouais, ouais, ouais. Donc on l'a vu en conférence. Enfin voilà, on a fait pas mal de choses. Donc ça lui a ouvert un chemin, mais moins en paix quand même. Il n'a pas affronté sa souffrance. On a été voir en couple des thérapeutes. Ça nous a beaucoup aidé au sein du couple d'aller voir quelqu'un ensemble pour comprendre nos chemins de deuil très différents, pour ne pas s'en vouloir de ne pas avancer de la même manière. Donc ça, c'était hyper important. Mais l'autre jour, on a perdu notre chat, elle est partie, on la trouvait plus, enfin voilà, pendant 48 heures. Moi, j'étais horriblement mal parce que c'était notre chat qui est venu après Hugo. Donc ça a été un peu la guérisseuse. Elle est venue panser les douleurs de tout le monde. Et du jour au lendemain, plus de chat. Donc pour les enfants, ultra difficile. Pour moi aussi, et mon mari qui a jamais réussi à créer de lien avec ce chat, s'est retrouvé à me faire une crise d'angoisse un soir, à suffoquer horriblement.
Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait, il ne pouvait pas imaginer d'infliger encore de la souffrance à ses enfants. Et en fait, il culpabilisait énormément d'avoir pris ce chat parce que du coup, c'était une évidence que de toute façon, un jour, elle allait mourir ou partir et que du coup, ça allait nous remettre. Et je lui ai dit, mais tu te rends compte là, Chaton, tu peux pas rester dans ce chagrin en fait. Parce que, parce que malheureusement, les épreuves de la vie, que ce soit le chat ou autre chose, ils en auront d'autres. Et, euh, et il faut que tu te prépares aussi, il faut que lui, il soit suffisamment fort, solide pour pouvoir les accompagner, eux, dans les déceptions de la vie qu'ils auront, donc, et dans les autres épreuves de la vie qu'ils auront. On est en chemin, hein, puis rien n'est terminé, même si les choses... Puis chacun notre rythme aussi. Et justement, sur ta reconversion, en quoi tu dirais que la perte d'Hugo, elle a été le catalyseur du coup de cette reconversion? Bah, j'ai fait déjà depuis 2017 pas mal de formations parce que j'étais coiffeuse et que j'apportais du bien-être physique et esthétique aux gens, mais que je savais que j'avais besoin d'apporter autre chose de plus. Depuis 2017, j'avais fait des formations psychologie positive, art-thérapie dans les soins énergétiques et j'avais programmé pas mal d'événements sur l'accompagnement des femmes, principalement dans les transitions de vie. Donc, j'ai organisé des week-ends. Et puis, il y a eu beaucoup de freins qui se sont mis avec le Covid, et des événements qui ont été annulés, des ateliers qui se sont pas faits. Les choses se figeaient, se bloquaient. C'est pas le moment. Ça découlait pas comme je voulais. Et donc, je suis retournée à ce que je sais faire de mieux, donc la coiffure. Et j'ai repris donc ma vie d'avant. Et puis, je suis tombée enceinte d'Hugo. Et puis, ça s'est pas passé comme je l'avais imaginé. Et quand j'ai voulu reprendre après mon congé mat la vie en salon, ça a été une asphyxie et impossible d'imaginer une seule seconde pouvoir continuer ma vie comme elle était avant, puisqu'elle est totalement différente. Je suis une nouvelle Marilyn. C'est pareil, ça on dit quand on perd quelqu'un de proche, on perd une partie de soi, on perd une enfant. Moi, j'ai pas perdu une partie de moi. Je suis la Marilyn d'avant est morte sur la table d'accouchement avec Hugo pendant cette souffrance. Mais pendant la naissance, une nouvelle Marilyn est née. Et en fait, je ne pouvais plus me mentir et être celle que j'étais avant parce que je suis totalement différente et il faut que j'en fasse quelque chose. À ce moment-là, je ne savais pas quoi, mais j'avais quand même, je savais qu'accompagner les femmes, c'était mon truc. Et un jour, pendant qu'on était en diagnostic anténatal, on s'est retrouvés, mais mon mari et moi, tous les deux, en salle d'attente à côté d'un jeune couple qu'on voyait pour la première fois. Et donc il y avait deux gynécologues, donc chacun rentre dans son cabinet avec son médecin. Puis on sort, nous ce jour-là, les voyants au vert, super, Hugo allait bien, on était encore dans cette période de recherche et tout, mais voilà, donc ce jour-là on sort du rendez-vous sans crainte. Et puis eux sortent du cabinet à côté, effondrés, en pleurs. Et à ce moment-là, on les a regardés et on avait envie de les prendre dans nos bras, d'être soutenants, d'être là et de leur dire ça va aller. Mais nous, on savait pas encore vers où on allait, hein. Mais on avait l'impression d'avoir passé un peu le pire déjà. Et donc, on se regarde tous les deux et on les regarde et on pouvait pas évidemment aller vers eux, ils ne nous connaissent pas, on les connaît pas, on peut pas avoir ce geste-là, mais on avait envie de faire quelque chose. Et je crois que ça a été la première fois où je me suis dit que j'accompagnerais les couples dans ces moments difficiles avant de moi-même, du coup, vivre après toute la suite de l'histoire que j'ai racontée. Après, du coup, c'était une évidence, le deuil périnatal. Donc, j'ai trouvé une formation d'accompagnement au deuil périnatal qui avait une approche aussi très holistique, avec une approche globale. On parle aussi transgénérationnel, l'importance de prendre conscience aussi de cette partie-là. Et quand on vit des fausses couches, des IVG, enfin, peu importe, de, de venir penser aussi toute cette zone-là de traumatisme pour éviter de reproduire le schéma par la suite, de vivre du coup des deuils successifs, des fausses couches à répétition, et après évidemment d'imprimer dans la mémoire de ces bébés ces mémoires de mort qui, même si après c'est des grossesses qui vont à terme, vont donner naissance à des enfants qui porteront ces mémoires-là. Donc d'en prendre soin, c'était voilà, toute cette approche globale qui était extrêmement intéressante. Et au cours de cette formation, on approfondit vraiment chaque cas de deuil périnatal et on va assez loin. J'ai découvert du coup le métier de Tanadoula. Et donc, les Tanadoula, c'est les accompagnantes parce que la formation de deuil périnatal finalement me donnait accès à une spécialité. Et donc, en découvrant la formation de Tanadoula, j'ai découvert cet accompagnement vers la fin de vie. Et donc, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est ça.
Mais moi, je prends soin de la fin de vie in utero parce que, en fait, que ce soit une femme qui vit une fausse couche, quand on lui annonce qu'elle arrive à l'hôpital, que le cœur de son bébé s'est arrêté, alors je ne vais pas faire de généralité parce qu'on m'a dit certaines femmes le vivent très bien. Oui, ok, pourquoi pas. En tout cas, dès lors qu'on décide de porter un enfant et que la vie s'arrête, le vivre très bien, j'ai un peu de mal à concevoir. Le vivre, Mm. bon, ok, bon, bah, ça arrive plein de fois. Et puis, comme on nous dit, bah, c'est que la nature, elle est bien faite et puis que la grossesse devait s'arrêter. Alors, dire ça à une femme qui vient de perdre son bébé, déjà, c'est hyper traumatisant parce que ça fait super mal. Mais quoi qu'il en soit, à la limite, pourquoi pas avoir ce point de vue. En tout cas, ça reste un accouchement. Et donc, quand on va devoir prendre un médicament, accoucher, avoir des pertes hémorragiques parfois extrêmement abondantes, à se demander si c'est normal, pas normal, mais on est toute seule à vivre ça, on traverse ça dans son petit coin, à la maison, et après on fait son bébé dans les toilettes, et puis on tire la chasse d'eau. Moi, c'est quelque C'est chose ça. que je n'avais avant la formation jamais imaginé, mais qui m'a fait prendre conscience de l'énorme impact traumatisant que ça a. Et en fin de compte, personne n'apporte un petit peu de soin et de considération à ces femmes qui vivent ça. Carrément. Accompagner finalement cet accouchement, c'est extrêmement important. Accompagner cette fin de vie, c'est extrêmement important. Les IVG, quand on dit interruption volontaire, c'est pareil. Je m'étais jamais posé la question avant de la formation, mais en fait, qu'est-ce que ça a de volontaire? C'est souvent de la pression ou un conjoint qui ne veut pas de l'enfant, donc qui pousse la femme à aller vers l'IVG. Parfois, c'est une pression des parents parce que c'est des jeunes femmes qui tombent enceintes malencontreusement et on les oblige à aller vers l'IVG. Parfois, c'est un contexte de vie précaire où c'est pas le moment, mais finalement, même si c'est juste pas le moment, ça reste quand même bah, une vie qu'on décide de stopper. Et ça n'est pas sans conséquences. Ça reste un accouchement traumatique avec encore une fois des médicaments. Parfois, on va jusqu'à des aspirations. Enfin, pas bénin quand même ce genre d'événement. Donc, ça doit vraiment être pleinement considéré et accompagné. Faire prendre conscience aussi que ces bébés, on peut ritualiser. Il n'y a pas de funérailles quand c'est des termes précoces, mais on peut créer des rituels qui vont permettre d'accompagner. Faire une place à ces bébés-là, c'est extrêmement important. La première fausse couche, c'est le premier enfant, même s'il y a d'autres enfants à naître après. Du coup, c'est un second, c'est un troisième, mais ce n'est pas l'aîné. Et donc, pour la place de ce bébé futur à naître, lui faire porter la place de l'aîné, ça a aussi beaucoup de conséquences sur son développement. Donc en fait, tous ces accompagnements-là sont extrêmement importants pour réduire l'impact du traumatisme et aussi pour permettre une reconstruction par la suite qui va avoir du coup, si l'impact traumatisant il est amoindri, la reconstruction elle est elle facilitée et donc les conséquences sur les grossesses futures diminue en fait le risque de potentiellement ne pas réussir, donc d'aller vers l'infertilité, ou de finalement avoir des grossesses qui vont se terminer de manière précoce à chaque fois. Peut-être qu'ils vont donner naissance à un bébé, mais ce sera un bébé qui aura aussi, qui lui sera porteur de beaucoup de mémoires extrêmement difficiles et extrêmement lourdes. Donc prendre soin de ces moments traumatiques, c'est extrêmement important parce qu'en fait, ça a beaucoup de conséquences sur la vie future. Donc c'est ma mission, c'est mon rôle qui est venu avec une évidence limpide. Et c'est aussi en conférence, l'autre jour, j'ai eu une dame qui me disait qui avait du coup deux enfants vivants et qui avait vécu 8 fausses couches. Et elle me demandait, est-ce que c'est pas un acharnement que quand on traverse une fausse couche, que de continuer à tenter d'essayer de concevoir un enfant. Et donc évidemment, j'ai pas de jugement à porter sur est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Mais je lui demandais justement quelle était la place de ces enfants vivants dans la fratrie. Donc elle m'explique les fausses couches, la première grossesse qui a donné naissance à un enfant, puis d'autres fausses couches, puis après, donc je leur dis, bah non, bah du coup, votre aîné, elle est pas aînée, mais elle est troisième, et votre second, il est pas second, mais il est sixième. Et donc, je disais, c'est important de remettre chacun à sa place, et donc de créer un rituel pour chacun de ces enfants, pour leur donner une place, et finalement de les laisser partir. Il y a pas, même si c'est des vieilles fausses couches qui datent de plusieurs dizaines d'années, il est jamais trop tard pour bien faire et de libérer en fait ces âmes-là. Ça permet aussi de libérer les vivants qui portent justement
ces mémoires-là. Donc en fait, il est jamais trop tard pour bien faire. C'est important. Et je veux donner aussi l'exemple d'une dame que j'ai rencontrée aussi en formation, à une soixantaine d'années, qui elle a vécu une IVG pardon, quand elle avait 18 ans, premier amoureux, en études, la tuile quoi, d'être enceinte, mais à la fin juste pas le moment quoi. Elle ne pouvait pas accueillir son bébé dans ce contexte-là, et puis elle était en paix avec cette décision. Pour autant, l'IVG a été vécue de manière très traumatisante, à tel point que par la suite, elle a vraiment grandi, construit sa vie, elle a essayé d'avoir des enfants. Elle est tombée 4 fois enceinte, 4 fausses couches, et à 60 ans, elle n'a jamais réussi à être maman. Cette femme, elle est extraordinaire. Elle fait partie d'une association suisse qui accompagne le deuil périnatal. C'est une femme que j'adore et qui a pris beaucoup de recul et qui a fait tout un chemin aussi pour comprendre pourquoi ces histoires dans sa vie, qu'est-ce que ces âmes sont venues lui apprendre. Et voilà, il y a eu tout un chemin de fait, mais ça a tellement de conséquences en fait sur le moment si on n'accompagne pas cette souffrance alors qu'on n'en a pas vraiment conscience en fait. Moi, j'en ai beaucoup des femmes dans ce cas-là, justement, qui ont vécu des IVG la plupart du temps et qui, après, font fausse couche sur fausse couche et qui sont en infertilité et qui se demandent justement qu'est-ce qui ne va pas, en fait. Du coup, l'IVG, il est totalement banalisé, enfin, l'expérience de l'IVG, entre guillemets, elle est totalement banalisée et tout le deuil qu'il y a autour, il n'existe pas, quoi. Tout est dans le déni, on occulte tout ça et on continue d'avancer. Ouais, et puis il y a ce mot volontaire. Donc en fait, quoi dire quand on est une femme qui choisit l'IVG? Les gens nous disent, en même temps, c'est toi qui l'as choisi, quoi. Mais on ne cherche pas à comprendre le contexte. Parfois, c'est même des violences, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est des femmes qui sont victimes de viols ou de violences conjugales qui finalement ont recours à ce genre de choses. Donc en fait, on ne va pas chercher plus loin que, ok, tu as choisi de faire une IVG, de quoi t'es triste? C'est ta décision, mais pas du tout. C'est pas comme ça que ça doit être considéré. Et ces femmes-là doivent être considérées et entendues dans leur parcours et dans leur souffrance. Et elles doivent pouvoir elles aussi l'accueillir, parce qu'en fait, Souvent, elles c'est peuvent plus... même pas l'accueillir, puisque personne ne considère ça comme un traumatisme. Elles-mêmes non plus, elles n'ont pas cet espace. Souvent, ouais, c'est plus des non-choix que des choix. Hein. Ouais, c'est ça. Si on revient du coup sur le terme de bébé arc-en-ciel, donc un bébé arc-en-ciel pour expliquer rapidement ce que c'est un enfant qui naît après la perte d'un bébé décédé avant, et ce bébé qui vient après du coup va symboliser l'espoir et la lumière qui émergent après ce deuil. Est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu de toi, comme tu as été un bébé arc-en-ciel, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en tant que telle et nous dire quelles ont été les conséquences sur ta vie à toi? Alors, le bébé arc-en-ciel, donc comme je disais sur le papier, il est super bien défini, c'est génial. C'est le bébé qui ramène la vie et la lumière après après une perte, après un moment obscur. Sauf que quand c'est justement un deuil duquel on n'a pas pris soin, finalement, c'est un bébé qui vient prendre une place qui ne lui était pas vraiment destinée, puisqu'en fait, est-ce qu'il aurait été là déjà si l'enfant décédé, lui, était vivant? C'est une question, probablement que souvent, c'est des bébés qui ne seraient pas là, ou alors qui n'auraient pas été là tout de suite, enfin voilà. Moi, dans mon cas, j'ai toujours eu ce sentiment d'être petite fille joyeuse, pétillante, rigolote, toujours la bouche ouverte. Toujours point commun d'ailleurs avec ma cousine, hyper pipelette, voilà, hyper. Et je voyais aussi loin que je me souvienne mes parents, pour le coup, eux complètement meurtris, tristes. Enfant, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance, mais enfant, j'ai le souvenir d'avoir une maman qui était totalement inexistante, pas du tout maternelle. Quand on essayait de lui parler, souvent, elle, quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin voilà, elle était vraiment très auto-centrée et pas du tout maternante, quoi. C'était une mère, une génitrice. Voilà, mais pas une maman. Enfin, en tout cas, au sens que moi je l'entends. Mon papa, pour le coup, lui, était plutôt très maternel. Quand on était petite, c'était lui qui nous enlevait les poux, qui nous apportait la bassine quand on était malade. Mais lui, il buvait, et donc je voyais quand même que malgré son côté très maternant, il était dans une grande souffrance.
J'ai le souvenir, petite, il buvait et il fumait et du coup, quand il sortait le soir fumer sa clope, il titubait. Ouais, il tanguait un peu sur lui-même parce que voilà, il était ivre et voilà. Et des moments avec de gros excès de colère, violence, tout ça, qui se sont fortement accentués envers moi quand, on est arrivé à l'adolescence. Parce qu'en fait, moi, j'avais tellement conscience de leur mal-être, alors inconsciemment, je pense, j'étais beaucoup dans la provoque. En fait, je voulais les réveiller et je me souviens un jour avoir dit à mon père à 18 ans, j'avais un copain depuis 1 an et quelques et c'était très conflictuel. Mon père, des fois, me tapait, vraiment, enfin, me battait, m'arrachait les cheveux, coups de pied par terre. Enfin, les moments, c'était très, très violent. Ma mère jamais s'interposait, donc elle, je lui en voulais de pas de me défendre, en fait. Et souvent, donc, il était ivre hein, quand il en arrivait là. Et donc un jour, j'étais partie habiter chez mon chéri. Sa mère était, pour le coup, la maman que j'avais jamais eue. Enfin, j'adorais sa mère. Donc j'étais là-bas, j'étais super bien accueillie. Et elle m'avait dit, écoute, tu es bienvenue, tu restes autant que tu veux. Par contre, j'aimerais quand même que tu sois pas en conflit avec tes parents. Je voudrais quand même que tu t'essayes de leur parler et tout ça. Parce que on sait jamais ce qui peut arriver. Elle me dit, je voudrais pas que tu restes dedans. Et donc, j'étais allée avec mon chéri voir mon père et il était assis dans le canapé, il me voit arriver et puis il me calcule pas du tout. Il me dit pas bonjour, rien. Et donc, je vais le voir et je lui dis, écoute, tu sais quoi, ton attitude là, c'est ridicule. Je lui dis, t'as déjà perdu une fille. Donc, volontairement, je le provoquais. Je savais que ces mots-là allaient être blessants. Et donc, je lui dis, tu vois, t'as perdu une fille. Du coup, tu vas en perdre une deuxième, mais cette fois, ce sera ta responsabilité. Et en fait, il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, bah, tu sais quoi, ce jour-là, je déboucherai le champagne sur ta tombe. Et en fait, ces mots-là ont été d'une violence pire que les coups qu'il m'a mis, je crois. Et ouais, violence énorme. Après, du coup, donc je suis restée chez mon chéri. Après, je me suis mis en coloc. Enfin, du coup, je suis partie de la maison. Et puis, j'ai commencé à justement faire mes thérapies en psychogénéalogie, tout ça, parce que j'avais vraiment besoin de me détacher en fait de tout ça. Et donc, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses hein, pendant des années. Et je crois que j'y suis arrivée très récemment en formation de Tanadoula, en constellation familiale. J'avais fait une première constellation peu de temps après le décès d'Hugo, mais pas sur ce thème-là. Et là, j'avais besoin vraiment de me détacher. En fait, j'ai voulu toujours les sauver et rallumer la lumière dans leur cœur, la vie, en fait. Parce que moi, je représentais la vie. Depuis que je suis née, je suis vivante quand même. Mais eux ne m'ont jamais vue comme telle. Et j'étais plutôt un boulet, un fardeau, Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens, alors que je sais pourtant qu'ils m'aiment. Hein. C'est très paradoxal, mon père notamment. Mais c'est comme s'il s'autorisait pas à m'aimer. Il y a un peu de ça, quelque part. Et il a beaucoup souffert aussi de notre départ, finalement, moi, puis après ma grande sœur, qui, elle, a quitté aussi après la maison. Et donc, il souffre beaucoup aujourd'hui d'être inutile, souvent bourré. C'est toujours à moi qu'il le dit, mais qui me dit qu'il veut mourir, voilà, que de toute façon il sert à rien, il est inutile, voilà. Je vais pas spoiler tout mon livre, mais j'en parle aussi et j'ai compris grâce au départ d'Hugo, en fait, pourquoi il en était là, parce qu'il y a eu un événement très traumatisant au moment du départ de ma sœur, un curé qui était bourré, et donc des funérailles qui ont été horribles, enfin, beaucoup de traumatisme en fait sur le départ de ma sœur. Et en fait, il est clairement mort avec, et en fait, ils sont de manière très différente, mais ils se sont arrêtés de vivre au moment de son départ et malgré ma vie à moi, ma naissance, ils n'ont jamais pu retrouver ce souffle de vie. Et donc, ça a été pour moi une très grande souffrance et c'est ces constellations familiales qui m'ont... En fait, j'ai dit, je comprends plein de choses avec ma tête en psychogénéalogie, tout ça, j'ai compris plein de choses que je ne pouvais rien y faire, c'était pas mon rôle, c'était pas ma mission, c'est leur responsabilité. Ok, ils veulent pas, très bien, enfin... Mais pour autant, la souffrance, c'est moi qui la vis au quotidien quand même de les voir comme ça, c'est horrible. Et puis en tant qu'enfant, c'est hyper difficile parce que tu ressens la souffrance de ton parent, en fait, et comme ta survie dépend de tes parents, bah la seule stratégie que tu as, c'est d'essayer justement de rendre tes parents plus heureux pour qu'ils soient en capacité de te donner l'amour et la nourriture dont tu as besoin. Oui, exactement. Et en fait, l'autre jour en détresse, je disais à la constellante, en fait, je veux juste, s'ils peuvent pas, ils restent là où ils sont, c'est pas grave, mais je ne veux plus que moi, ça vienne
viscéralement me faire autant de mal. Je veux plus avoir mal en fait. J'en ai marre depuis toutes ces années. Et bien, en plus maintenant je viens de perdre mon bébé. Enfin, ils ont pas su être là aussi pendant la perte de mon bébé. J'ai été toute seule. Enfin, ma mère elle m'a fait des scènes auto-centrées horribles. Enfin, beaucoup trop long si je racontais tout ça, mais ils ont jamais été là quoi. Ils ont jamais su trouver les ressources. Enfin, ils n'ont jamais réussi. Et moi, je veux plus souffrir de tout ça en fait. Et donc, bah, ok, ils restent là où ils sont. Mais par contre, bah, du coup, c'est vraiment ce métier de Tanadoula, quand on a fait rentrer dans la constellation cette reconversion professionnelle, qui vient remplir et combler ce vide affectif que j'ai toujours ressenti. En fait. Donc, pour moi, je sens vraiment ça. Ce remplissement, cette complétude, je sais pas comment dire, je sens que Ouais. c'est ça. Ouais. J'avais 2 questions qui me sont venues du coup. En fait, en tant qu'enfant, c'est comme si tu devais faire le deuil finalement des parents que tu aurais aimé avoir. Ouais. Ouais, et puis cette sœur, elle est là, mais du coup, ce lien qui nous attache. Et d'ailleurs, dans la constellation, au tout début, quand j'ai placé Vanessa, je suis venue moi, donc là, devant ma représentante. En fait, je l'ai passée collée comme ça. Il y avait moi là, elle était devant moi ici, et en fait, elle obstruait complètement ma vie. Et dès que moi j'ai placé Vanessa, ma représentante, elle est rentrée dans une angoisse, un étouffement. Enfin, elle était extrêmement mal. Et c'est quand on a déplacé Vanessa pour aussi elle la remettre à sa place que j'ai pu enfin respirer. Parce que moi j'ai beaucoup beaucoup d'amour pour elle et beaucoup d'estime pour elle et vraiment je la considère comme ma sœur. Mais aujourd'hui t'es plus là, alors arrête de venir assombrir en fait, prendre ma place parce que c'est aujourd'hui en fait j'ai ce sentiment d'avoir pris sa place alors qu'aujourd'hui c'est elle qui prend ma place parce que c'est elle qui empêche finalement cette relation de naître avec mes parents. Alors évidemment c'est pas de sa faute à elle, hein. Et du coup, je voulais te demander aussi, tu l'as su depuis toujours qu'il y avait Vanessa ou tu l'as appris à un certain moment de ta vie? Non, je l'ai toujours su parce qu'elle est en photo chez mes parents, dans les albums et tout. Mon autre sœur, donc Vanessa a été la première. Après, pendant sa maladie, tout ça, mes parents ont eu mon autre sœur Aurélie. Quand Vanessa est décédée, Aurélie avait 9 mois. Et moi, j'ai été conçue en plus pendant la période de deuil de mes parents, c'est-à-dire que Vanessa est décédée en juin 86. Et moi, j'ai été conçue début d'année 87. Donc, pendant la première année suivant son décès, qui est une période d'enjeu extrêmement énorme. Cette période de deuil, elle est importante. Donc, c'est un point commun. J'en ai beaucoup discuté du coup au moment de l'écriture de mon livre avec ma cousine qui, elle aussi, est le bébé arc-en-ciel. Et on n'en avait jamais parlé ensemble. Et en fin de compte, elle aussi, elle a ce sentiment de ne pas être finalement à sa place. Et elle, c'est une fille qui, elle me l'a dit, elle me dit, mais en fait, je suis hyper superficielle. Parce que j'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin qu'on me voie. Elle est toujours beaucoup maquillée, habillée toujours pas provoque, mais un peu talons, enfin très 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 féminine, mais vraiment je dirais un peu dans l'exagération. Mais même elle me dit en fait si je suis comme ça, c'est parce que je veux qu'on me voie, j'ai besoin qu'on m'aime. Parce que depuis que je suis née, j'ai jamais ressenti ça. C'est les fêtes de Noël qui sont ternes tout le temps parce qu'en fait les parents n'aiment plus fêter Noël parce que finalement Noël c'est une période sombre qui rappelle du coup le décès de sa sœur. Enfin, le bébé arc-en-ciel, c'est vrai il a inconsciemment bien sûr, mais une lourde mission. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas faire un enfant après un décès, mais ça veut dire qu'il faut absolument prendre soin de sa souffrance et de sa blessure, lui permettre de cicatriser pour diminuer l'impact sur cet enfant. Il faut que cet enfant, il ait une vraie place quand il arrive, pas qu'il prenne la place de Carrément. celui disparu. Moi, j'ai des clientes qui, enfin, du coup, toi, t'as de la chance, entre guillemets, de l'avoir toujours su, mais j'ai des clientes qui découvrent ça, genre, à 37 ans, tu vois, qu'il y a eu quelqu'un avant, c'est quand même fou. Ouais, complètement. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que d'être un bébé arc-en-ciel, ça peut aussi jouer sur ta fertilité plus tard. Quand tu vas vouloir avoir un enfant, il y a plein de choses en fait qui s'imbriquent là-dedans de par ton histoire. Donc ça peut être aussi une cause d'infertilité. Et ça, pareil, je pense que si les parents, j'ai envie de dire, pouvaient savoir tout ça en amont,
peut-être que ça les pousserait aussi à faire ce travail pour leur enfant déjà, pour qu'il ait son individualité, sa place, mais aussi sa capacité entière de fertilité et de conception. Ouais. Parce que c'est moi l'enfant arc-en-ciel qui ai vécu le drame d'Hugo. Ma sœur non, mes cousines... alors l'autre de mes cousines, qui est l'enfant arc-en-ciel, pour le moment, n'est pas prête à être maman. Donc on est les deux, en effet, les plus impactés sur les deux enfants arc-en-ciel de la famille, on est les deux les plus impactés sur cette histoire de fertilité et de maternité. Et sa plus grande peur, elle me disait, c'est de ne pas réussir à en avoir, en fait. Elle a peur c'est très paradoxal parce que elle a très peur d'être maman du coup et à la fois elle a peur de ne pas réussir à l'être quand elle aura décidé, quand elle se sentira prête. Et elle a peur de se confronter à cette infertilité du coup. C'est d'ailleurs cette plus grande peur qui l'empêche aujourd'hui de décider Ouais, c'est de se devenir. reconfronter à sa propre histoire, à l'histoire de ses parents, ça fait beaucoup de choses, quoi. Donc non, c'est clair que ça a vraiment beaucoup de Ouais. conséquences. Ouais. Et dans le livre, je parle aussi beaucoup du cheminement Souvent aussi, psychologique, ouais, du ça peut bloquer la tranché, personne, énergétique. Le justement, livre, dans cette dualité, dans cet espace où... parce que du coup, on parlait en même temps. J'ai pas compris ce que tu disais, Marie. Ouais, c'est pas grave. Il y a Ça eu, a dû... ouais, il doit y avoir des problèmes de connexion. il y a eu un petit bug, je crois. Je sais plus, je disais que... oui, tu parlais de ta cousine qui est bloquée justement dans la décision, ça fait sens, en fait, pour moi. Du coup, il y a tellement d'enjeux, en fait, à devenir maman et que du coup, ça peut faire peur et je me retrouve un petit peu finalement aussi là-dedans parce que moi, c'était, de par mon histoire, c'était aussi tout ce que ça représentait de devenir maman, d'être enceinte et tout, qui me bloquait tellement en fait dans la décision de savoir est-ce que je veux vivre ça ou pas, que du coup, j'ai quand même décidé de au moins d'assainir tout ça pour finalement me laisser le choix et la chance de pouvoir choisir et pas de subir tout mon héritage et toutes mes mémoires. Mais chacun son chemin, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui, et oui, et parfois même, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Moi, l'autre jour en formation, il y avait un témoignage, je sais plus le nom du livre, mais d'une femme qui justement était aussi confrontée à l'infertilité, qui après un parcours douloureux, PMA, machin, s'est finalement posé la question qu'est-ce que je désire autant dans la maternité? Et elle s'est rendue compte et elle était passée avant aussi par cette épreuve, par cette étape je n'aurai pas d'enfant, j'en veux pas en fait. Quand elle était plus jeune, elle se disait moi j'ai pas besoin d'être maman, c'est pas quelque chose qui voilà. Après elles se sont mis en couple finalement avec son conjoint, ça se passait super bien et puis naturellement l'envie de concevoir une famille est née et puis finalement ça ne fonctionnait pas et puis jusqu'au jour où elle a osé se re-questionner sur finalement ce sens profond de la maternité, qu'est-ce qu'elle cherchait ici? Et en fait, elle s'est rendue compte que c'était pas forcément avoir un enfant pour elle, la maternité. Elle a posé plein de choses et en fait, elle a créé une entreprise. Enfin, elle a plein de trucs qui l'animent et qui finalement viennent remplir les besoins qui étaient derrière l'image d'avoir un enfant. En tout cas, dans sa conception à elle. Et puis, en fait, quand elle a choisi de se dire, en fait, pour moi, la maternité, c'est pas forcément donner naissance à un enfant et être maman, mais la maternité, c'est dans plein d'autres projets de vie. Et quand elle a accepté ça, elle a dit, ça a été une énorme libération, vraiment. Et son mari, qui finalement lui Carrément, rêvait ouais. d'être un papa, a accepté aussi cette décision. Ils sont toujours ensemble et dans leur couple, ça va. Et en fait, ils avancent autrement dans leur vie et ils ont réussi à combler ce sujet différemment que finalement par la conception. Tout à fait. C'est chouette. Ouais, c'est super intéressant, ouais, carrément. Je voulais te demander plus sur les fausses couches, du coup, parce que j'ai envie de dire presque chaque femme est amenée à vivre ça au moins une fois dans sa vie, presque. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour accompagner ce passage de la fausse couche? Alors moi, j'ai écouté un jour une nana qui disait, ça m'a dit waouh, c'est trop beau. Plutôt que de vivre la fausse couche comme un moment traumatisant, elle avait pris ses médicaments chez elle. Enfin, donc elle était à l'hôpital. On lui a dit que le cœur de son bébé s'était arrêté. On lui a donné les médicaments. Vous rentrez chez vous, madame. Et donc elle avait déjà un éveil spirituel qui était assez important, avancé. Et donc elle a déposé son aîné à l'école et puis elle est rentrée chez elle, a pris son cachet et tout. Elle a laissé les choses se faire. Elle s'est mise sur un tapis
de yoga dans un cocon avec musique de relaxation, tout ça. Et en fait, elle a accouché, donc c'est comme ça qu'elle le disait, elle a choisi de donner naissance à ce bébé, donc de l'accompagner avec la respiration dans un état de conscience pour permettre à ce bébé, du coup, enfin, à ce fœtus de sortir et de donner naissance. Et en fait, pour elle, d'ailleurs, quand elle me le racontait, elle était enceinte du coup de son troisième. Et donc, elle avait vécu ce moment beaucoup moins, enfin avec beaucoup plus de douceur. Encore une fois, c'est amortir l'impact. La réalité, elle est ce qu'elle est. Le cœur du bébé, il est arrêté. Il va falloir lui donner naissance. Il va falloir accoucher. Mais on peut vivre ça comme quelque chose d'extrêmement douloureux, traumatisant, horrible. Voilà, encore une fois, en tirant la chasse d'eau avec tout l'impact émotionnel et psychologique que ça implique. Et aussi, on peut choisir de contextualiser et d'accompagner cette naissance autrement, avec la conscience de j'accouche de ce bébé qui est certes très petit à un stade de fœtus, mais ça reste un accouchement et une naissance. Et donc déjà, ça donne une place, ça permet à ces femmes de se sentir maman quand même, d'avoir porté la vie, ça légitime, ça crée... Ouais, c'est pas... parce qu'on a tendance, du coup, après une fausse couche, à vite passer à autre chose, mettre sous le tapis et oublier. Là, voilà, ça légitime, j'ai porté la vie quand même, j'ai réussi déjà. Certes, c'était une vie courte, mais qu'est-ce que ces semaines m'ont appris? Et puis après, c'est aller explorer justement ce court temps de grossesse, comment je l'ai vécu, qu'est-ce que j'ai ressenti, aller explorer un petit peu tout ça, tout ce côté positif que ce début de grossesse a apporté. Et donc réduire en effet réduire l'impact traumatique au moment de l'accouchement. Donc ça, c'est important pour pouvoir après justement cheminer dans le deuil différemment. Et après, c'est ritualiser le départ. C'est important aussi d'aller faire un rituel, donner un prénom à ce bébé pour lui donner une vraie présence, une vraie existence en fait. Ça, c'est extrêmement important de créer tout ça pour pouvoir après cheminer vers autre chose avec plus de douceur, toujours pareil, et de sérénité. Faire vraiment une place à ce bébé. C'est aussi mon rôle en tant que Tana Doula, pour le coup, c'est d'être là dans ces moments-là, de pouvoir permettre déjà de semer la graine et de dire à la femme, vous pouvez vivre ça différemment. Et donc, d'échanger avec elle pour savoir comment elle pourrait elle-même créer sa bulle en fonction de ce qui lui correspond, de comment elle a envie d'accompagner, parce que ça reste accompagner son bébé, l'envolée de cette âme autrement. Enfin voilà. Puis voilà, si c'est pas être là au moment de cet accouchement, qui parfois peut être certainement long, c'est préparer ce moment-là pour qu'elle, de son côté, puisse après mettre quelque chose en place et vivre ce moment différemment. Et peut-être même en couple, avec son mari. Voilà. Autre question importante pour toi. Selon toi, quels sont les signes qu'un deuil est fait et qu'on peut tourner la page? Pour moi, selon moi, le signe qu'un deuil est fait, c'est alors on prend beaucoup l'image de la blessure. Le deuil, en fait, c'est un état de. Souvent, en plus, faire son deuil, c'est une expression qui souvent agresse les gens parce que faire son deuil, sous-entendu, voudrait dire oublier, passer à autre chose, tourner cette page qu'on n'a pas forcément envie de tourner, tu vois. Alors qu'en fait, faire son deuil, c'est prendre soin et c'est un état de cicatrisation, c'est un état de passage. C'est comme quand on a une blessure importante, on a une grosse plaie qui est là, et on va, ou après une opération, voilà, quand le corps est un traumatisme, on va venir désinfecter, mettre une crème cicatrisante, faire un bandage, un pansement, pour permettre au corps de venir se réparer, régénérer. Et puis après, une fois que la peau a fait son boulot et que le corps a fait son boulot et que la peau est redevenue toute neuve, quand c'est des bobos importants, et parfois on a une cicatrice qui rappelle que il y a eu blessure, mais appuyée sur une cicatrice, et puis normalement, elle est plus du tout douloureuse. Le deuil, c'est ça en fait, c'est cette étape de penser la blessure, de venir la désinfecter, venir lui mettre de la crème, en prendre soin, faire un bandage, jusqu'à ce que cette blessure fasse partie de nous,
mais qu'elle ne soit plus douloureuse. En fait, on l'oublie jamais. Il n'y a pas une journée depuis le décès de mon fils où je ne pense pas à lui, où je ne parle pas de lui d'une manière ou d'une autre, mais j'en parle sans pleurer. Le seul moment où, enfin le seul moment. Alors parfois il y a des coups de blues et c'est aussi ça le deuil, c'est accepter que tout n'est pas linéaire, qu'il n'y a pas un moment où on pleure et un moment où on va, ça y est, un jour on va mieux. C'est un moment où on passe par plein d'états d'âme et parfois c'est de la colère, parfois c'est de la tristesse, parfois c'est du déni sur la situation. Souvent l'entourage est très présent au début et totalement absent plusieurs mois après, alors que c'est plusieurs mois après que l'état de conscience vient réaliser que finalement c'est une personne ou une situation qui ne reviendra jamais. Donc, souvent le deuil il est plus fragile au bout de 12-18 mois, c'est là où on a vraiment besoin d'être soutenu et accompagné. Et on traverse toute cette période avec des moments de joie, des moments de chagrin, des moments de colère, des moments de tristesse. Et en fait c'est important de... Moi, avec le recul, je me dis que peut-être je me suis mis en action trop vite, trop tôt. Quand on lit mon livre, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de temps de répit après le décès d'Hugo. Parce que justement, je voulais pas ressembler à mes parents. Avec un peu de recul, je dirais que Ouais, évidemment, il faut pas rester immobile dans sa souffrance. Mais par contre, il est important de l'accueillir parce qu'elle est là et elle a sa raison d'être en fait. Et pleurer, tout à et fait. ces larmes sont aussi importantes. Enfin, pleurer, c'est un moyen de nettoyer aussi, de libérer. Donc, accepter ces larmes, accepter ces moments de chagrin, de tristesse profonde, d'avoir envie de rester dans son lit ou dans son canapé à ne rien faire, c'est Sans culpabiliser. important. Ouais, sans culpabiliser, c'est important. Ça veut pas dire que ça durera toute la vie. C'est passager, c'est aujourd'hui. Peut-être que demain, ça ira bien. Accepter aussi ces moments de joie où on se retrouve avec des gens qu'on aime et on rit ou à rire devant un film ou c'est ça fait aussi partie de la vie. On est vivant là, même si on est en deuil, on est vivant. Donc accepter tous ces états d'être, c'est hyper important. Et puis bah encore une fois, ne pas rester figé, ne pas rester seul dans son chagrin pour évidemment, on va pas venir mettre du désinfectant et de la crème et des pansements ou des bandages, mais on va aller voir un thérapeute, on va aller voir un énergéticien qui va venir lui libérer les traumas du corps, nettoyer l'utérus. D'ailleurs, j'ai appris même qu'il fallait nettoyer l'utérus après chaque grossesse, normalement, pour permettre de faire peau neuve, de créer un cocon tout sain et sans mémoire à l'enfant d'après, en tout cas qui ne portera pas les... Parce que même quand une grossesse donne vie à un bébé en bonne santé, et voilà, pendant la grossesse, il se passe plein de choses dans la vie des parents, avec des moments de grossesse aussi plus ou moins facile, parce que la grossesse, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments où on se sent lourd, on se sent moche, on se sent pas bien, on en a marre, où il y a des événements extérieurs à la grossesse, mais qui viennent du coup aussi s'imprimer pendant ce temps-là. Et donc, du coup, nettoyer l'utérus après chaque grossesse, c'est hyper important, et encore plus quand c'est un corps qui a porté la mort, donc dans les cas de fausse couche, d'IVG, d'IMG ou de mort spontanée in utero plus tardive, le nettoyage de l'utérus, il est extrêmement important. Et c'est tout ça, en fait, faire prendre soin de son deuil, permettre à la plaie de cicatriser, sans avancer seule sur ce chemin. Et puis un jour, bah, la blessure, elle fera plus mal. Elle sera là, présente, fera partie de vous. Et puis en plus, en cadeau, il y aura eu la découverte, bah, finalement, du message caché que ce bébé est venu vous porter. Parce que vous serez plus jamais la même personne avant et après ces événements traumatisants. Mais ça ne veut pas dire que celle d'après, elle sera moins bien, au contraire, elle aura évolué et elle aura grandi de cette épreuve. Donc surtout, voilà, il faut plonger dans ce chagrin et dans cette souffrance. L'accueillir, l'accepter et aller voir ce qu'elle est venue nous apprendre. Est-ce que tu as un message particulier que tu aimerais transmettre à celles qui vont nous écouter aujourd'hui? Bah, considérer, déjà en premier, je dirais considérez votre épreuve comme un vrai traumatisme, déjà vous-même en tant que personne, parce que si vous-même vous n'y accordez pas d'importance, c'est pas l'entourage, enfin le monde extérieur qui va lui en accorder. Donc déjà soi-même, voilà, considérer cette épreuve comme une épreuve, l'accueillir en tant que telle, en prendre soin, encore une fois, prendre soin de son corps, c'est aussi aller se faire un massage chez l'esthéticienne, les soins ribozo, ça ressent, c'est génial. Prendre soin de son corps de manière plus simple,
et puis énergétique et spirituelle. Et puis rassurer sur le fait que ça va aller. C'est une période difficile, mais ça va aller. Si vous en prenez soin, vous allez vous reconstruire et puis vous verrez la lumière derrière l'obscurité et vous avez tout à gagner en fait. Voilà ce que je dirais. Si tu regardais aujourd'hui dans le rétroviseur et que tu puisses transmettre un message à la toi de 2022, celle qui rêve d'avoir une famille à 5, qu'est-ce que tu lui dirais ? Tout ne se passera pas comme tu l'as imaginé. Et rassure-toi, tu as les ressources pour pouvoir dépasser tout ça. Et ce que tu vas découvrir derrière, c'est magnifique aussi. Un beau message. Merci. Merci infiniment Marilyn d'avoir partagé avec tant de lumière et de générosité ton histoire et tes apprentissages. J'espère que ce témoignage pourra apporter lumière et réconfort à toutes celles qui vont l'écouter, parce que Dieu sait qu'il y en a besoin. Si toi qui nous écoutes, tu te reconnais justement dans ce que Marilyn vient de partager, n'oublie pas que ton histoire familiale peut être source de blocage, mais aussi de sagesse, de transformation, et le travail sur ces mémoires permet d'ouvrir des nouveaux chemins insoupçonnés. Merci beaucoup. Voilà, quand même parler de ton travail et d'où on peut te retrouver et de tes coordonnées et tout ça. Donc si tu veux nous partager où est-ce qu'on peut te retrouver, comment faire appel à toi, je te laisse la parole. Ouais, merci. Je n'avais pas pensé non plus, figure-toi, tu vois. J'étais à fond dans mon histoire. Et mon livre déjà, si vous avez envie d'aller lire ce livre qui s'appelle donc La naissance d'un bébé lumière pour sortir de l'obscurité du deuil périnatal. Donc c'est une immersion pleinement, voilà, c'est les retours que j'en ai, dans un parcours difficile, mais c'est aussi une immersion sur un chemin hyper constructif, avec des regards très différents, parce qu'on a le regard d'une soignante, d'une sage-femme qui accompagne la grossesse dans son côté obscur, qui trouve une richesse énorme. On a forcément mon cheminement en tant que maman, mais aussi tout ce que ça implique quand on est confronté au deuil périnatal, tout ce que ça implique d'un point de vue sociétal aussi, les manquements, tout ce qu'on reçoit de la CAF, voilà, toutes les erreurs qui font mal quand même. Voilà, c'est aussi différents témoignages. Il y a les témoignages d'un papa meurtri, de 2 frères qui ont vécu aussi le drame, et puis d'une famille famille et amis de notre entourage, de notre cercle proche, avec des cheminements très différents. L'objectif, c'est de montrer que malgré le fait que parfois l'entourage, il est très maladroit, il est jamais malveillant. Chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Donc, c'est aussi accueillir notre entourage comme il est, mais avec ce que je disais au début du podcast, aussi notre responsabilité quand ça ne colle plus, de savoir dire, de mettre fin à une relation qui devient trop lourde et trop pesante, parce qu'on a chacun notre responsabilité dans une histoire, et les endeuillés, c'est quand même nous. Donc voilà, si ça devient trop lourd à porter, savoir dire stop, et en tout cas, sachez que c'est jamais contre nous que les choses sont faites. Donc je voulais apporter ces témoignages qui sont importants. Et puis cette vision de la médium qui partage la vie après et qui accompagne justement les défunts et ceux qui restent pour délivrer des messages très précieux. Voilà ce que vous pouvez retrouver dans ce livre. C'est un livre qui s'adresse forcément aux parents qui ont vécu le deuil périnatal, mais aussi à ceux qui ont perdu la perte d'un être cher. Et plus globalement, ceux qui traversent des épreuves difficiles, parce que même si sur la forme, il concerne le deuil périnatal, sur le fond, il nous concerne à peu près tous, et c'est notre capacité à appréhender les choses qui vont nous permettre de trouver des ressources et beaux dans nos parcours de vie difficiles, donc voilà, quels qu'ils soient. Ça, c'est pour le livre. Et puis pour mes accompagnements et puis mes pages, je suis sur Instagram, LinkedIn et Facebook sous le nom de Marilyn Serrano. Et puis voilà, en tant que Tana Doula, j'accompagne principalement autour de Villefranche-sur-Saône. Et puis après, ça peut être en distanciel aussi, en visio. Voilà, avec joie et bonheur de pouvoir vous accompagner dans vos épreuves de vie. Et voilà, je rajouterais juste que ce soit frais ou ancien, il n'est jamais trop tard pour se libérer de ces parcours difficiles et forcément aussi libérer les générations suivantes aussi par la même occasion. Voilà Marine, merci beaucoup. Je mettrai tes coordonnées en description du podcast. Et ton livre, du coup, on peut le retrouver sur Amazon, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça.
sur Amazon.fr en tapant Marilyn Serrano dans la barre de recherche ou alors La naissance d'un bébé lumière. Merci à toi Marilyn. Merci à toi Marine et merci à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Miracle en devenir. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Tu peux aussi laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de podcast que tu utilises. Cela m'aide beaucoup à faire connaître le podcast et à partager de l'espoir aux femmes qui en ont besoin. Tu peux également me retrouver sur Instagram en tapant mon nom, Marine Dauge-Brocard, pour retrouver des conseils, des partages inspirants ou pour en savoir plus sur mes accompagnements. Je publie aussi d'autres contenus en lien avec la maternité et la fertilité sur ma chaîne YouTube. Et si tu cherches du soutien dans ton propre parcours, tu peux découvrir mes accompagnements en ligne en te rendant sur mon site internet. Il te suffit pour cela de taper mon nom. Je serai ravie de t'accompagner. Prends soin de toi et à bientôt pour un prochain épisode.